Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous pour ce 10h midi et pour commenter l'actualité avec Éric Tegner, journaliste, président de Frontières. C'est à la fois un magazine et un site. Débat tous les vendredis dans La Vérité en face. Vous êtes face à Alex Darmon. C'est Patrick Roger qui arbitre ce débat. Et il y a un nouveau numéro d'ailleurs de Frontières qui sort aujourd'hui avec Marine Le Pen et Jordan Bardella en couverture. Oui, ils ont accepté de se prêter au jeu de la une, de la pose photo, et on a eu aussi des interviews absolument de toutes les droites, de Zemmour, Ciotti, on a eu François-Xavier Bellamy, etc. pour un petit peu poser les bases de ce qui va se poser dans les mois à venir. Sophie de Menton ne devrait pas tarder à arriver. Jean-Pierre Denis, bonjour, journaliste, écrivain et chroniqueur à La Croix, bonjour. Bonjour. Et Yves Damécourt, viticulteur et ancien élu local. Vous savez, je pense souvent à vous. C'est gentil. Non, mais ce que vous nous aviez raconté qui m'avait sidéré, je vous le dis à chaque fois, de cette descente des douanes chez vous, dans votre, quand on parle d'insécurité, quand on parle de délinquance, quand on parle de dysfonctionnement, les douanes qui débarquent chez vous à combien, 20, 30 Ils étaient 15, mais enfin, c'est quand même très impressionnant. Ouais. Et tout s'arrête et on vous traite comme un criminel pour vérifier. J'ai l'impression d'être Pablo Escobar ce jour-là. Non, mais c'est voilà. Tous ces sujets, pas tous ces sujets, je vous les ai pas annoncés. Pierre Palmade condamné à de la prison ferme. Le ministre de l'économie ce matin dans le Parisien prévient attention à l'impôt de trop. Bah oui, mais c'est un peu lui le patron, donc on a envie de lui dire allez-y, faites des économies. Faut-il travailler 7 heures de plus pour financer la Sécu? Ça a été adopté au Sénat hier. L'insécurité, 1 Français sur 10 confirme à vous qu'il ne sort plus seul par peur de se faire agresser. Beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Pierre Denis, on va commencer avec vous. C'est cette banane comédienne qui a été vendue aux enchères. Attendez, vous parlez d'une banane, mais oui. on parle de 6 millions de dollars. Hein, attention, là, c'est une affaire sérieuse. Je pense qu'on a dû voir passer. C'est une banane avec un gros scotch. Ah oui, moi je l'ai vu cette banane dans une précédente exposition. Vous l'avez vu en vrai? Oui, c'est une banane, une vraie banane, comme vous en trouvez dans les marchés, les épiceries et les supermarchés. Vous connaissez le prix d'une banane et un morceau de ruban adhésif, et c'est collé au mur, et c'est une œuvre d'art signée Mauricio Cattelan. Ouais. Il y en a 3 exemplaires, et l'un de ces 3 exemplaires a été racheté par un milliardaire des crypto-monnaies d'ailleurs pour 6 millions de dollars. Voilà. Mais donc c'est quand même assez. Elle va pourrir la banane? Ah oui, la banane, vous savez, une banane, oui, si non, vous en avez une dans la corbeille de fruits chez vous, que vous l'oubliez, si on revient la semaine prochaine, la banane ne sera pas en très bon état. Mais ce qui fait la valeur, en réalité, c'est le certificat d'authenticité signé par l'artiste. C'est ça qui vaut en réalité 6 millions de dollars. Et il y a des conditions dans lesquelles vous pouvez renouveler cette œuvre d'art. Alors, moi, c'est pas vraiment un coup de gueule. En fait, c'est plutôt un coup de cœur, parce que je trouve que Mauricio Cattelan, il a l'art. Il est toujours dans la provocation. Il a l'art de de montrer l'absurdité en fait du marché de l'art. Hein. C'est quand même quelque chose d'absurde. Et puis, on a tous, en même temps, c'est quelque chose d'assez juste. On a tous un billet, on a encore des billets de banque dans nos portefeuilles. Hein. Un billet de 10 €, c'est un bout de papier. C'est nous qui décidons que ça vaut 10 € et on est tous d'accord pour dire que ça vaut 10 €. En réalité, c'est juste un petit bout de papier. Donc c'est assez perturbant, c'est assez troublant. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y ait des gens assez, je sais pas quoi, chaque auditeur pourra le qualifier, mais qui puissent sortir 6 millions de dollars pour une banane. Hein. C'est quand même... moi je le ferais pas, hein, honnêtement, franchement, si je les avais. Voilà. Moi je préfère ce qui s'est passé à New York chez Christie's, un Magritte qui a été vendu 121 millions de dollars. C'est l'Empire des Lumières qui a été adjugé mardi dernier. Ah oui, alors je préférerais avoir le Magritte. Voilà. En effet, alors c'est pas le même prix, vous avez remarqué, c'est encore un peu plus cher. Absolument. Mais ça veut dire qu'il y a le marché de l'art, en tout cas, se porte plutôt bien. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a un marché des milliardaires. Pour moi, c'est ça qui me paraît le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a réellement des gens qui sont prêts à surenchérir pour se faire plaisir, se faire mousser, se faire un petit peu de pub aussi, en disant j'ai acheté ça 6 millions de dollars, voyez comme je suis quelqu'un d'important. Voilà. J'espère s'il veut être important et bien, j'espère qu'il a donné une partie de cette somme aussi au producteur de la banane. Oui, alors l'histoire ne le dit pas.
Ouais, je vous conseille de lire Jean Clair, qui écrit beaucoup sur l'art contemporain, qui a écrit un petit livre absolument remarquable sur ce bouquet de tulipes immonde, de Jeff Koons. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, mais qui a coûté une fortune à la ville de Paris, qui est à côté du Grand Palais. On l'a planqué. Il voulait que on l'a mis dans un coin entre quelques arbres. Ça décore. Alors, juste, il y a des bananes qui peuvent avoir de la valeur. Si vous avez suivi ce qui s'est passé avec Starship ce week-end. Où Elon Musk a renvoyé à nouveau, c'était un autre test avec une fusée, cette fois-ci il a mis une banane dedans. Donc ça, pour le coup, ça pourrait lui donner de la valeur si après il y avait justement une mise aux enchères de cette banane. C'est très, très intellectuel ce matin. Ça vous laisse de marbre. Vous préférez qu'on envoie du raisin? Pour avoir travaillé avec les planteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, j'étais en train d'essayer de faire le calcul de combien de kilos de bananes ça pouvait rapporter, quoi. Et puis, je pense aussi, parce que vous savez qu'aujourd'hui, un des moyens d'acheminer la drogue vers la France, ce sont les containers de bananes. C'est pour ça que d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique intéressent beaucoup les narcotrafiquants, parce qu'ils arrivent par bateau en Guadeloupe et en Martinique, et ensuite ils mettent leur drogue dans les containers de bananes, que les douaniers ont beaucoup de mal à trier à l'arrivée, parce que c'est compliqué. Et donc, il doit y avoir beaucoup d'argent aussi qui est gagné grâce à la banane, mais qui ne va pas aux planteurs de bananes. Mais c'est vrai que ça interroge quand même toujours ce prix de 6 millions de dollars pour une vous savez qu'il y a un petit malin aussi, un jour, qui est allé dans une expo, il a enlevé le morceau de scotch qui retient cette banane. Je vous assure que c'est vraiment facile à faire. Et puis, il a mangé la banane. Alors, évidemment, les gardiens du musée de l'expo sont arrivés. C'était vraiment un crime... un sacrilège pratiquement aujourd'hui, puisque c'est de cet ordre-là. Et il a dit, mais non, je suis moi-même en train de faire une œuvre d'art, je suis l'artiste qui mange la banane et je participe à cette œuvre d'art. Et voilà, donc on pousse la logique de l'absurde jusqu'au bout. Après, je crois qu'on est tous à peu près d'accord que quand on regarde Notre-Dame, on voit une vraie œuvre d'art. On en est où des vitraux d'ailleurs on en est où des vitraux à me poser une colle pour savoir la dernière étape. Ça a été abandonné, mais je ne sais pas. Prochain retour. Mais il y a dans ce monde-là des crypto-monnaies ou ailleurs, il y a un nombre certain, important, de gens pour qui dépenser 6 millions de dollars pour une banane, c'est quelque chose de simple qu'ils font pratiquement tous les jours. Voilà, il faut le savoir. Ce qui serait intéressant, c'est de conseiller à Extinction Rebellion d'aller plutôt mettre de la soupe sur les bananes scotchées plutôt que sur les Van Gogh ou la Joconde. J'étais allée à une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris et il y avait un tas de journaux. C'était une œuvre d'art et l'artiste était là. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce que ça va devenir? Il m'a dit mais on les jette après. Donc c'est de l'art conceptuel en fait. Mais en tout cas, je vous encourage à aller au musée d'Orsay, voir l'exposition Caillebotte. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, c'est absolument merveilleux, avec une petite réserve sur l'interprétation un peu wokiste parfois de certains tableaux, c'est-à-dire sont les hommes chez Caillebotte. C'est vrai que Caillebotte, à l'inverse de beaucoup de ses contemporains, a dessiné beaucoup d'hommes. Donc on sous-entend une homosexualité. Voilà. Non, mais peut-être que c'est vrai, mais il y a en tout cas, il y a une réelle interprétation. Et alors rien, justement. Mais vous êtes wokiste maintenant. Mais non, au contraire. Oui, non, bon. Non, mais je me souviens quand même. Il y a une espèce de catéchisme, encore une fois, excusez-moi l'expression, mais il y a cette espèce d'obligation aujourd'hui de plaquer ce genre de grille de lecture sur les artistes. Vous pouvez plus maintenant Rembrandt. Alors oui, d'où tirait-il que montrait-il? Alors mais est-ce que les Pays-Bas à son époque n'étaient pas colonialistes? Tout ça est un peu ridicule. Je pense que ce sont des précieuses ridicules. D'ailleurs, tous ces conservateurs qui font ça. Il n'empêche que Caillebotte, c'est juste un très grand artiste. Immense fan, parce qu'on ne connaît que les raboteurs de parquet, alors qu'il a des toiles absolument exceptionnelles. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant après ce petit intermède, mais intéressant, passionnant, qui nous sort de cette actualité un peu pesante. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Éric Tegner, journaliste, président de Frontières. C'est à la fois un site et c'est également un journal, un trimestriel, c'est ça? C'est un trimestriel? C'est un trimestriel, voilà, exactement. Qui sort aujourd'hui. Nouveau numéro avec Marine Le Pen et Jordan Bardella en couverture. Et on vous retrouve évidemment tous les vendredis matins
matin face à Alex Darmon dans La Vérité en face, présenté par Patrick Roger. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie, vous venez d'arriver à cause de la neige. Oui. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à la Croix, et Yves Damécourt, viticulteur et ancien élu local. On va revenir sur la condamnation de Pierre Palmade, on va parler du ministre de l'économie. Attention à l'impôt de trop, oui, on est d'accord. Faut-il travailler 7 heures de plus pour financer la Sécu? Insécurité, un Français sur 10 confie ne plus sortir seul par crainte de se faire agresser. Bref, tous ces sujets avec vous dans un instant. Sophie, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule un peu technique, mais quand même. Vous savez qu'il y a la COP29, bien sûr. Et j'ai les bras ballants parce que l'Azerbaïdjan a obtenu un prêt pour 2 centrales de panneaux solaires. Bon, donc l'Europe, financement d'un montant global de 600 millions d'euros, 480 millions d'euros qui sont donnés par la Banque du Développement. Et puis par 2 banques asiatiques, la Banque du Développement asiatique, la Banque d'investissement, dont la Chine est le principal contributeur. Donc c'est complètement délirant, c'est des centrales solaires qu'on veut faire construire, on veut que l'Azerbaïdjan construise des centrales solaires, le tout financé par la Chine. On est dans un délire complètement parce que la Chine est le principal producteur de panneaux solaires et donc il y a 97% de la production mondiale. On est en train en Europe d'aider la Chine à aider l'Azerbaïdjan pour faire des panneaux solaires. Il faut les aider, il paraît qu'il faut les éduquer parce que les panneaux solaires, c'est pas leur culture. Ils ont assez d'argent pour le faire, non? En plus, complètement. Et puis l'Azerbaïdjan, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, il y a un manque de bon sens, d'analyse basique. Enfin, c'est l'État profond. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont. C'est l'Europe profonde maintenant. Oui, c'est l'Europe profonde. C'est beaucoup plus grave parce que l'Europe profonde. Alors, on a un spécialiste maintenant, peut-être qui va nous expliquer. Mais j'ai trouvé ça. Mais vous savez, alors, les milliards de dollars, oui, qui sont alloués chaque année pour les pays développés, par les pays développés aux pays en voie de développement pour l'action climatique. Je pense que tout ça est un délire. Non, mais on cherche de l'argent. En voilà de l'argent, non? Ouais, c'est un pays producteur. Oui, on voilà de l'argent. Mais il n'y a pas que la France. Enfin, il y a un pays producteur d'hydrocarbures, faut le rappeler. Voilà. Oui. Donc c'est un petit détail aussi qui a son importance. Voilà. Mais il paraît que c'est pour les empêcher justement de produire des hydrocarbures et il faut les éduquer et leur dire mais non. On n'a pas besoin de leur donner de l'argent pour ça, non? Non. Oui, c'est ça. Mazars et Sokar finalise le financement de 760 mégawatts de projets solaires en Azerbaïdjan. Puis c'est le moment où de rappeler aussi ce qui se passe avec l'Arménie. Donc je pense que c'est pas forcément le meilleur moment d'aller soutenir ce régime. L'Azerbaïdjan qui est monstrueux avec l'Arménie et il faut le dire et le redire. Non mais tout ça au-delà de ce cas montre effectivement ces financements absurdes. Moi j'ai une amie qui surveille certains financements de certaines associations. Elle se rend là-bas, elle se rend en France. Je parle en France, il y a des centaines de millions d'euros qui sont donnés. Elle va vérifier et elle se rend compte qu'il n'y a aucun contrôle. Elle est dans un secteur particulier, qu'il n'y a aucun contrôle. Et Valérie, là, je rajoute quelque chose parce que ce que vous venez de dire est fondamental, car on passe sa vie. Mais tous les jours, on a des nouvelles taxes qui pleuvent. On en parlera tout à l'heure. Mais tous les jours, et d'ailleurs, je reproche même, mais il n'y peut rien évidemment, au président du MEDEF de ne pas dire on fera des efforts exclusivement quand vous montrerez où vous avez moins dépensé dans l'État. Ouais. Je veux dire, il n'est pas question. On veut bien faire tous les efforts. Alors, mais une réaction, Eric ? Moi, je partage complètement cet avis. C'est vrai que tout ce qui est aide aussi étrangère, aide au développement, on a même vu, il y avait des subventions même pour la Chine, l'Algérie, etc. Plein de gens où, en fait, soi-disant, on est dans le cadre de négociations, on se fait toujours avoir, on paye des pays pour contrôler l'immigration. Oui. Il faut toujours payer plus parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui arrivent à traverser. Et de l'autre côté, la Chine, effectivement, qui est inquiétante parce que, vous savez, le marché américain se ferme effectivement aux Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois qui ont une problématique de croissance au niveau interne se tournent d'abord justement vers l'Europe. Et moi qui ai l'habitude de dresser quand même par exemple des lauriers à Viktor Orban qui fait des bonnes choses sur le point de vue de l'immigration, il représente aussi une porte d'entrée de la Chine au sein de l'Union européenne et ça c'est comme si ça n'existait pas. On est en train de leur donner du pouvoir et de l'influence et on n'est pas capable de voir que d'un point de vue géopolitique on est vraiment dans la tête des élites chinoises devenu le seul débouché international aujourd'hui qui est vraiment cohérent de la part de la Chine et on n'est pas armé face à ça. Jean-Pierre, Denis ?
Je vais être franc, Sophie. Mon réflexe de journaliste a pris le dessus. Quand vous avez raconté ça, je me suis dit, elle doit sûrement se tromper. Oui, et j'ai vérifié en direct en me disant, c'est sûrement, c'est pas possible en fait. Voilà. Mais en fait, vous avez raison. Mais vous avez raison. C'est une histoire. Et j'ai vérifié avec un ami arménien en plus, qui lui était très choqué. C'est vrai que c'est quand même ahurissant. C'est d'autant plus quand on sait que la question de l'énergie fait partie de la stratégie. Oui, non, mais vous avez raison. Mais moi, c'est mon réflexe de journaliste. Je sais que Valérie vérifie toute la journée. Non, mais c'est vrai que je suis allée vérifier aussi, tellement ça me paraissait ahurissant. On arrive à votre coup de gueule qui est un peu en lien sur l'état profond, les économies, les prélèvements. Oui, mais sur le photovoltaïque, il y a un vrai sujet, mais qui nous déborde aussi en France, puisqu'aujourd'hui, vous savez que on est en train d'inciter des agriculteurs à transformer leurs terres cultivables en champs photovoltaïques sous couvert d'un agrivoltaïsme qui coûte une blinde à l'État, où on achète de l'électricité à prix d'or alors qu'on n'en a pas forcément besoin, puisqu'on l'achète même quand on n'en a pas besoin. Et à côté de ça, on leur demande de mettre en jachère des terres cultivables. Donc on va avoir finalement des animaux sous des panneaux photovoltaïques et des jachères à côté. Tout ça avec des panneaux photovoltaïques dont toutes les cellules arrivent de Chine. Et on a des gisements de silice en France que l'on exploite pour envoyer en Chine. Et on voit dans toute la France des hangars qui sont vides, mais qui sont construits pour supporter des panneaux solaires, dans toutes les campagnes. Mais moi, je ne comprends pas, parce que je suis une chef d'entreprise, donc c'est basique. Dans une entreprise, c'est le chef. Il y a un chef d'entreprise. Je ne comprends pas comment on prend des décisions comme ça, des décisions collectives. Mais il y a un moment où il y a quelqu'un qui dit, voilà, on va faire ça, on va prêter. Mais il y a trop l'engagement financier de l'État français sur ces productions, c'est 150 milliards. Mais qui décide ? Mais c'est les ministères de transition écologique, de l'écologie, etc. 150 milliards l'engagement de l'État. Votre coup de gueule, Yves Damécourt, c'est cet état profond qui confond économie et prélèvement. Absolument. Vous savez, quand on était collégien, on avait une histoire qui nous faisait tous rigoler. On disait à un copain, je te parie 10 € que si tu me donnes 20 €, je te rends 30 €. Alors le copain il dit, il réfléchit, puis il dit c'est une opération blanche, allez on va s'amuser, je te donne mes 20 €. Il dit je te rembourse pas, t'as perdu ton pari, tiens je te donne 10 €. Et vous vous retrouvez avec 10 € en moins et vous avez piqué 10 € au copain qui vous faisait confiance. En fait c'est exactement déjà avec des euros à l'époque. Avec des francs, excusez-moi, c'est vrai, je me rajeunis un peu, bravo. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec la suppression de la taxe d'habitation. Emmanuel Macron dit on va supprimer la taxe d'habitation. Formidable, tout le monde la paye, donc tout le monde est content, on supprime la taxe d'habitation. Ça coûte 20 milliards. Donc l'État dit on va compenser exactement la taxe d'habitation aux communes. On vous donne 20 milliards de dotation pour remplacer. Et puis les communes font confiance. Alors c'est pas indexé sur l'inflation, donc petit à petit les communes perdent un petit peu la dynamique de la taxe d'habitation. Et puis maintenant, le nouveau Premier ministre dit bon mais maintenant, comme nous on a emprunté finalement pour compenser ces 20 milliards, puisqu'en fait on n'a pas fait les économies en face, eh bien on va vous demander 5 milliards pour venir abonder à l'emprunt que l'on a fait pour supprimer la taxe d'habitation. Et donc voilà, c'est exactement le faux pari. Et l'État nous annonce qu'il fait des économies. En fait, il ne fait pas d'économies. Il est en train de ponctionner plus les entreprises, plus l'épargne des Français, plus les collectivités. En fait, c'est le retour de la cigale et de la fourmi. Vous savez, Piteri qui chantait « La fourmi ne veut pas donner son miam, la cigale elle est menteuse, la fourmi n'est pas prêteuse ». Et on se retrouve dans cette situation aberrante où en fait les gens qui ont fait des efforts de bonne gestion, parce que je rappelle quand même que François Hollande, président, avait piqué 11 milliards de dotation aux communes, elles ont fait tous les efforts, etc. Elles ont restauré le truc, elles ont restauré leur trésorerie. Les communes, c'est 80% de l'investissement national, et donc derrière tout ça, il y a des projets. Et là, l'État vient leur dire, je vous pique. Et en plus de ça, il pique à effet rétroactif, parce que les communes, quand elles dépensent TVA comprise, et 2 ans plus tard, l'État leur rembourse la TVA. Et là, il est en train de leur dire, la TVA que je vous ai promis il y a 2 ans, je vais en prendre une partie et je vous la rembourserai pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont planifié leur projet, ont tenu en compte de ça, et l'État fait défaut. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, il dit je fais des économies. C'est un peu David Lisnard dans son interview d'ailleurs. Absolument. Tout à fait. Eric Tegner. Alors je vais me permettre quelque chose quand même, c'est que toute cette politique, pour l'instant quand même, d'augmentation potentielle des impôts, etc., et de rupture aussi avec ce qui s'est passé même les 7 dernières années, c'est voulu par Michel Barnier qui vient des Républicains. Moi, ce qui me rend un peu fou, c'est que ça fait des années qu'on entend les Républicains parler de quoi ? Parler de valeur travail. On va en parler tout à l'heure avec les 7 heures gratuites.
parler également de ces collectivités. Là, on voit cette histoire, parce que c'est Michel Barnier qui est responsable à un moment. Il était candidat à la primaire, il a toujours été salué, etc., au sein des Républicains. En fait, c'est vraiment les gens qui se moquent de nous, qui pendant des années dans le débat public se la jouent libéraux, faut faire des économies, faut libérer l'emploi, etc. Et qui, dès qu'on sont en responsabilité, sont complètement démagogues. On en vient à regretter la politique économique d'Emmanuel Macron des 7 dernières années. Ils sont en train de tout détruire, tout ça pour se prendre une motion de censure dans quelques semaines. Aujourd'hui, on sait déjà qu'en fait, de toute façon, au niveau de l'attractivité du pays à l'étranger, c'est une catastrophe. C'est la seule chose que Emmanuel Macron avait véritablement réussi. Et ça, les Français, ils en ont marre de ça. Et donc oui, on entend David Lisnard dire ça, mais en fait, mais quelle est la crédibilité maintenant ? La crédibilité de David Lisnard, c'est qu'il l'a fait dans sa commune. Oui, mais c'est toujours la même chose. Regardez les sénateurs LR. Les sénateurs LR, pourquoi aujourd'hui ils votent sur cette histoire des 7 heures gratuites ? On va en parler tout à l'heure. Ils bassinent avec la valeur travail en permanence. En fait, les gens sont perdus. Il n'y a pas un seul parti à l'Assemblée, à ma connaissance, qui soit venu avec réellement un plan d'économie. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il ne trouvera jamais une majorité pour faire un réel plan d'économie. Donc en fait, c'est la fragilité même de ce gouvernement qui est en question en réalité. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur la question des communes parce que c'est un point important. On l'a dit juste comme ça en passant. Faut pas non plus être manichéen, c'est-à-dire que les dépenses des communes, c'est pas les gentilles communes et le méchant État. Il y a aussi, vous avez parlé d'investissement, on a tendance à qualifier d'investissement en France des dépenses qui ne sont pas toujours un investissement, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a plusieurs chefs d'entreprise autour de cette table. Voilà, vous savez très bien ce que ça veut dire. Là, ce sont des dépenses parfois de fonctionnement qui sont appelées investissement ou des dépenses somptuaires qui sont appelées investissements. Donc il faut être assez précis. Et moi, je ne suis pas opposé. Je pense qu'on en connaît tous beaucoup d'exemples parce qu'on demande aussi un effort aux communes. Et puis les réformes qui ont consisté à empiler des échelons qui étaient censés amener des économies, évidemment, c'était prévisible, ont amené à davantage de dépenses. Sur les moyens de fonctionnement, moi je vous rejoins, mais je note par exemple ce qu'a dit le maire de Salbris récemment, Alexandre Avril. Il dit « Je suis devenu maire aux dernières élections, je suis arrivé dans ma mairie, et j'ai vu, c'est quelqu'un qui fait une gestion formidable de sa mairie, mais il dit, je me suis retrouvé avec des employés municipaux qui étaient en arrêt maladie prolongée de plusieurs années. L'État aujourd'hui devrait plutôt faire une réforme pour leur donner les moyens de faire des ruptures de contrat. Parce qu'effectivement, on a vendu par exemple la fusion des régions en disant oui, ça va faire gagner les économies, etc. La réalité, elle est là. Elle est que c'était le débat sur les arrêts maladie, le jour de carence. Le vrai sujet, c'est comment virer les gens qui abusent de ce système en fait et qu'on ne voit plus, qui sont des fonctionnaires fantômes. Écoutez, je vais vous donner un exemple très précis. Vous allez le donner après la pub. On va marquer une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Donc nous parlions donc de financement de ces. Alors je sais plus Yves Damécourt, c'est Yves qui voulait réagir. Moi j'ai été président de communauté de communes pendant 12 ans et donc on m'a imposé 2 fois de grandir la communauté de communes parce que c'est pas nous qui avions choisi, on fonctionnait très bien comme ça. La deuxième fois c'était la loi NOTRe, donc on est passé de 36 communes à 50 communes. Et la seule économie, parce que notre communauté de communes, c'était les routes et l'enfance et la jeunesse. La fusion n'a pas changé le nombre d'enfants, n'a pas changé le nombre de nourrissons, n'a pas changé le nombre de kilomètres de route. Et donc, la première économie qu'on pouvait faire, puisqu'on se retrouvait avec 2 directrices générales des services, c'était d'en supprimer une des 2. Je me suis retourné vers les services de l'État, j'ai dit quelle est la procédure ? Je me retrouve avec 2 directrices générales des services. Ah ben non, il n'y a pas de procédure, vous êtes obligé de garder les 2. Donc ça marche pas. J'étais conseiller régional quand il y a eu la fusion de la Nouvelle-Aquitaine. 3 régions qui fusionnent. Un dimanche après-midi à l'Élysée, on change d'avis 3 fois et puis finalement on fusionne. L'objectif annoncé de cette fusion, c'était en France, c'est 14 milliards. C'est très mal construit sur la Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y a des territoires qui n'ont rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais où sont les 14 milliards d'économies promis par ces fusions ? La vérité, c'est que si vous regardez les rapports de la Cour des comptes, on a augmenté de 5 milliards les coûts des régions. Et donc ce millefeuille qui est imposé par l'État, ça marche pas. Les gens pensent que ce qui est gros est plus facile à gérer que ce qui est petit. C'est tout le contraire. L'absentéisme dont vous parliez tout à l'heure des agents municipaux, il est d'autant plus faible que la commune est petite. Évidemment. Et puis les communes, enfin nous on avait 50 communes, la plupart des élus de ces communes, ce sont des gens qui sont bénévoles et qui donnent du temps à la collectivité. On veut en fait finalement régenter tout ça et remplacer tout ça par de la fonction publique, ça marche pas, tout ça c'est des coûts en plus. Enfin, l'État peut faire des économies, un sujet que je connais bien, l'agriculture. Depuis 1980, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 3. On est passé de 1 200 000
à 400 000. Pendant le même temps, le ministère de l'Agriculture, les effectifs ont été multipliés par 2. On est passé de 18 000 à 36 000 agents. Vous ajoutez à ça les agents des chambres d'agriculture qui sont environ 6 000. Les 2/3 passent leur temps à répondre à des injonctions du ministère de l'Agriculture. Vous ajoutez à ça les 15 heures par semaine que passe chaque exploitation à répondre à des injonctions de l'administration. Ça fait 150 000 équivalents temps plein. Vous ajoutez à ça les personnels des SAFER, ça fait 1000 personnes. Vous ajoutez à ça les personnels de la mutualité sociale agricole. On va bientôt avoir plus de gens qui travaillent dans les organismes de tutelle que chez les professionnels. Là-dessus, parce que vous dites l'État, c'est qui l'État? Je veux dire, il y a un gouvernement, je veux redire un mot sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est en train de tuer le pays, ils sont en train de faire des calculs politiques monstrueux, en train de tuer, de vouloir que Marine Le Pen vote la censure d'un gouvernement et qu'est-ce qui passera après. Je veux dire, ils veulent la pousser à faire ça pour qu'elle soit accusée. Enfin, c'est des magouilles inimaginables. Il faut résister à ça. Nous ne sommes pas capables d'assurer et d'assumer une dissolution et que le gouvernement saute avant Noël, parce que qu'est-ce qui se passera après? Et il faut lancer un appel à cette Assemblée nationale qui c'est la honte de la France. Oui, enfin, attendez, voilà, je pense que l'Assemblée nationale est composée d'un certain nombre moi je dirais dans tous les partis, je suis pas d'engagement partisan, qui essaient de représenter le mieux leurs convictions, leurs électeurs. Enfin, j'aime pas trop l'idée qu'ils sont tous pourris. Enfin, moi, j'ai pas dit tous pourris. J'ai dit qu'ils ne pensaient qu'à leur propre carrière et leur parti. Bah, je suis pas sûr. C'est votre point de vue, mais c'est pas. Je suis pas sûr. S'ils sont d'accord entre eux, ils ne s'allieront jamais avec quelqu'un qui est du camp opposé. Je voudrais qu'on avance un petit peu, quand même. Éric, vous aviez un coup de gueule, vous? Oui, j'ai un coup de gueule. Je pense qu'on ne sera pas d'accord autour de ce plateau, mais c'est sur Charles Consigny hier, qui était dans une radio concurrente. Face à Jordan Bardella, mais qui lui a asséné un petit peu une accusation qu'on entend souvent. Vous voulez qu'on l'écoute ? Et que je trouve un peu stupide. Oui. Je crains qu'on soit passé à l'ère des Instagrammeurs. Et je pense que Gabriel Attal, vous-même, un certain nombre de personnages politiques d'aujourd'hui sont en réalité des gens qui sont à la politique, ce que Léna Situation est à la mode, ou ce qu'un créateur comme Jacques Mu, par exemple, est dans le même secteur, c'est-à-dire des gens qui ont une très bonne maîtrise de l'image, un talent que je ne vous conteste pas, un talent oratoire, c'est pour ça que je pense que vous savez ce que vous dites quand vous le dites, mais qui au fond n'ont pas fait la preuve ni par leur formation ni par leur parcours de leur capacité à assumer les fonctions auxquelles ils aspirent. Alors, ça n'a pas de sens ce qu'il dit en plus. Bah, c'est quand même un peu vrai, non? En fait, je veux dire, si on met juste le temps d'aller au bout, parce que non, mais sur les comparaisons, Jacques Mus, c'est un créateur qui sait. La comparaison, en fait, il dit vous faites que de la com. Elle est nulle. Voilà, de la part d'un Consigny. Moi, j'aimerais pas être le client de Charles Consigny, puisqu'il passe tellement de temps à la radio que doit y avoir beaucoup de retard quand même sur ce dossier, mais passons. En fait, l'accusation de dire Bardella, c'est un Instagrammeur, un TikToker. Il n'a pas dit que Bardella, si j'ai bien entendu. Il a dit vous. Je me concentre dessus parce que c'est là-dessus que dans les couloirs, à chaque fois qu'on voit une radio, une télé, tout le monde me dit ça. Non, mais il a dit Attal et Bardella, si j'ai bien entendu. Il était face à Jordan Bardella. Donc il y a eu un clash sur le plateau. C'est ça qui est contextuel. Pourquoi c'est stupide ? Parce qu'en fait, on fait comme si Bardella, il allait faire une petite danse sur TikTok lorsque la même chose quand TikTok s'est lancé et que ça n'avait aucun sens. Moi, par exemple, mon média Frontière, on est beaucoup plus sur TikTok, les réseaux sociaux, Instagram. Donc, on voit bien ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, la colère des agriculteurs, le buzz principal, il n'est pas sur Twitter, il n'est pas sur YouTube, il est sur TikTok. TikTok est devenu un média authentiquement politique. Par exemple, nous, il y a 10 jours, on a accompagné effectivement pour notre magazine Jordan Bardella dans le Lot-et-Garonne. Et il y a à ce moment-là, justement, un agriculteur qui lui dit cette chose intéressante, qui dit on espère que vous n'êtes pas un produit marketing parisien, ne nous décevez pas, ça a fait plus d'1 million de vues, Sud-Ouest n'en parle pas, etc. Ça marche sur TikTok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Obama, lorsqu'il avait compris Facebook et qu'il avait mené cette campagne en 2008, personne ne disait ah oui, c'est un candidat vide, etc. Moi, je passe ma vie à voir des hommes politiques, y compris du centre, qui vont venir dans mon média et qui vont me dire ah oui, comment on fait pour percer sur TikTok, parce qu'il y a ma fille qui me parle toujours de Bardella et j'aimerais bien faire la même chose. Donc sur les plateaux TV, ils vont accuser Bardella, mais ils savent eux-mêmes, quand ils viennent du centre, que leur fille ou leur fils, ils regardent Bardella. Est-ce qu'ils sont en train de dire que leurs filles et leurs fils sont des débiles? Non, et en fait c'est une erreur politique de leur part. Ça fait des années qu'on dit justement que les politiques doivent parler aux jeunes, et quand ils le font, lorsqu'ils le font justement avec les bonnes méthodes, on essaye de le dédouaner. Quand je dis ça, c'est pas pour défendre Bardella, c'est parce qu'en fait,
Il y en a assez d'avoir des responsables politiques français et des commentateurs qui ne comprennent rien. On a vu aux États-Unis Trump qui a tout compris en allant chez Joe Reagan. On a vu Nicolas Sarkozy en allant chez Légende. Ça veut dire que oui, il y a aussi les médias digitaux. Il faut arrêter de les mépriser. C'est important. Il y a les médias traditionnels, les médias digitaux. Et c'est pas parce que vous allez sur TikTok ou Instagram que vous êtes un débile. Et c'est la raison pour qui ne regarde que les réseaux. Et ensuite, on a des exemples 3 fois par jour de fake news. Et ces réseaux sont la source terrible. Alors, attendez. Que les médias évoluent, que les supports évoluent, que TikTok soit aujourd'hui un support comme un autre, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui me semble intéressant dans ce que j'ai entendu de l'extrait là que vous avez donné, et qui concernait donc, je répète, pas seulement Bardella mais aussi bien Attal, il y a un point commun, c'est effectivement une génération de politiques qui arrive sans passer par l'expérience du terrain. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire, Chirac était l'exemple de celui qui disait voilà, il faut aller au cul des vaches, si l'expression on n'est pas dans les semble, voilà. Donc c'était un certain nombre de politiques qui avaient d'abord l'expérience du terrain, et ça me semble quand même plutôt une bonne chose, plutôt que d'arriver directement par en haut. Et par en haut étant les médias. Ouais, Barnier, ça aide. On a quelqu'un qui était commissaire européen pendant des années, il est incapable de bloquer le Mercosur. Génial l'expérience. D'abord bloquer le Mercosur, c'est une évolution. Non, mais ça veut dire qu'en fait, le coup de l'expérience, ça veut pas dire grand-chose. Je pense que Attal, si Attal et Bardella, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est déjà, j'ai envie de dire, si plutôt sans expérience, ils sont aussi hauts, c'est que ceux qui avaient de l'expérience, ils étaient vraiment nuls. Voilà ce qu'on peut aussi en sortir. On va marquer une pause et c'est la pub et on se retrouve après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Alors je ne sais pas si on continue sur ce sujet. Si, c'est intéressant. Vous vouliez peut-être réagir, Jean-Pierre Denis et puis Yves. On ne vous a pas entendu, Yves Damécourt. Sur donc la communication, sur cette accusation qui est faite à Jordan Bardella d'être un TikToker en quelque sorte, sans fond, et de n'être que là pour communiquer, de ne pas être compétent finalement. C'est ce qu'il dit. Moi je pense que aujourd'hui les moyens de communication sont multiples et qu'il faut tous les utiliser pour atteindre tout le monde. Et on sait bien que la jeunesse ne regarde pas le journal de France 2 ou de TF1 le soir et qu'il faut trouver d'autres moyens de communication. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir depuis 40 ans que les gens qui sont les plus doués pour conquérir le pouvoir ne sont pas forcément les plus doués pour l'exercer. Et aujourd'hui, on aurait besoin de gens qui exercent le pouvoir, qui ont le courage de prendre des mesures. Les solutions, on les connaît, on en parlait pendant cette page de publicité. Tout le monde connaît les solutions. Et donc, il faut dégraisser le mammouth, comme disait un ministre qui a perdu son poste parce qu'il avait dit ça, ou réduire la voilure de l'administration, débureaucratiser. Et je pense que Madeleine a été le plus furtif des ministres de l'économie. Quand il a dit ça, il a été viré par Juppé quasiment immédiatement. Et donc, il faut le courage de prendre les bonnes décisions et il faut y aller, quoi. Oui, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Il faut du courage. Il faut que les administrations suivent. Il n'y a pas de ministre à la tête des administrations. Vous savez, elles sont toutes puissantes. Quand j'étais maire de Sauveterre, on nous a fermé notre trésorerie principale. Là, donc, il y avait 4 agents. Et le trésorier payeur était venu à Sauveterre. Il s'appelait Monsieur Dubourdieu pour rencontrer les maires, pour leur expliquer qu'il allait fermer cette trésorerie. Et donc, il y a un maire qui était furieux, qui dit « Monsieur le trésorier, vous avez un chauffeur, vous auriez pu venir. Déjà, c'est un agent de gagné. » Enfin bon, c'était un petit peu populiste. Mais en repartant de là, Dubourdieu me dit « Vous savez, monsieur le conseiller général, c'est plus facile pour moi de fermer votre trésorerie, parce que c'est la plus petite de la Gironde, que de supprimer 4 postes dans mes bureaux à Bordeaux. Parce que si je supprime 4 postes dans mes bureaux à Bordeaux, j'ai tout le monde dans la rue. Si je ferme la trésorerie de Sauveterre, je supprime 4 postes, j'ai répondu aux injonctions de l'État et personne n'en parle. Voilà. Et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on supprime le petit, on ne veut pas fermer des bureaux, on ouvre des bureaux, on ferme des lits, on ouvre des bureaux, on ferme des gendarmeries, on ouvre des bureaux et on ferme des classes. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec 33%, 35% d'administration dans toutes nos administrations, alors qu'ailleurs, c'est 25, c'est 20, c'est 22, c'est 18. Mais c'est entièrement sclérosé. Quand vous voyez que France Télévisions dit il va nous manquer, je ne sais plus combien, 120 millions d'euros, qui va faire un audit aujourd'hui du service public? Qui va aller voir ce qui se passe à France Télévisions dans la gestion du personnel? Mais en même temps, c'est impossible. Moi, j'ai des amis qui sont là-bas qui me disent il y a un technicien qui fait grève sur un plateau. Vous ne pouvez pas faire l'émission, sinon vous avez une grève générale. C'est-à-dire que
il y a des choses qui se passent. Chez France Télévisions ferait de mal à personne. Vous savez, nous, on le voit sur le terrain. Quand vous avez... C'est vous qui payez. En ce moment, je préfère payer et pas voir les absurdités qui sortent plutôt que les voir. J'y ai travaillé à France Télévisions. J'ai vu comment les choses se passaient. Sur un poste, il y avait 3 personnes. Parce qu'il y en a un qui était en quart de temps, une qui était en semi-congé maternité, le 3e qui était alcoolo. C'est pas des mensonges ce que je vous raconte. On travaillait avec la SFP qui coûtait 3 fois plus cher qu'une société privée parce qu'il y avait tout ça, c'est sclérosé, c'est complètement sclérosé. Il n'y a plus qu'à France Télé qui a des maquilleuses et des coiffeuses sur les chaînes d'infos. C'est vrai. Je veux dire, vous allez sur CNews ou sur BFM, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de coiffeuses et de maquilleuses. Là-bas, vous arrivez à 23h, il y a coiffeur, maquilleur. Donc il y a un moment sur la gestion du service public, il faut se poser des questions. C'est exactement la réflexion que je me suis faite hier soir quand j'ai entendu Anne-Sophie Lapix interviewer le président des maires de France. Je me suis dit, mais si elle interviewait la direction de France 2 sur la gabegie à France 2, peut-être qu'elle serait un petit peu moins arrogante. Enfin, c'est hallucinant, quoi, cette histoire. C'est incroyable. Gabegie, je sais pas, mais en tout cas, il y a des questions à se poser. Mais nous, on le voit sur le terrain. Vous savez, en ce moment, il y a une crise viticole à Bordeaux. Donc, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe à Bordeaux. Et quand on voit les reportages qui sont faits par les différentes chaînes de télévision, et quand on voit les effectifs qui viennent pour ces reportages, on se dit, dis donc, waouh. Vous avez les chaînes d'infos où il y a un reporter, un JRI qui fait tout, qui filme, qui monte, qui pose des questions. Et vous avez le drone, qui a le truc. Vous avez 4 personnes. Au camion, on s'est vu quand ils ont tout délocalisé pour les élections américaines, ils étaient tous là-bas, ils étaient ravis. Voilà, donc non, mais on va pas, c'est pas Arros, mais c'est un exemple, non? Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Pierre? C'est-à-dire que c'est un service public, voilà, c'est ça dont on parle. Il part du principe que s'il y a un manque, de toute façon. Et donc, comme disait Alain Rousset, le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, je pense que depuis 40 ans, on confond service public et fonction publique. Défendre les services publics, ce n'est pas défendre la fonction publique. On doit pouvoir faire des économies, supprimer des bureaux, comme je disais tout à l'heure, et améliorer le service public. Je dirais même que quand on allège l'administration, on améliore le service public. Et donc, que faire les deux en même temps, c'est possible. Non, mais Juliette qui travaille avec moi, m'envoie un extrait de l'interview de Christophe Béchu ce matin, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Dans 90% des cas d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, les familles biologiques maltraitantes continuent à toucher les allocations familiales. Mais bien sûr. Mais on a parlé des APL l'autre jour. Mais j'ai été conseiller général dans la commission enfance-famille pendant 7 ans. Les familles continuent à toucher les allocations familiales alors que les enfants sont à la charge du département. Voilà. Et les services sociaux justifient ça. Qui est le chef des services sociaux? Comment il le justifie? Il le justifie en disant que les familles accueillent les enfants à intervalles réguliers, qu'ils ont des frais de déplacement quand il faut rencontrer les trucs, qui sont pas sur place, etc. Enfin, tout ça, c'est complètement aberrant. Une famille qui va toucher plus d'allocations, alors que ses enfants sont placés, j'ai un exemple en tête, qui touche plus d'APL que le montant de son loyer, et son voisin qui, lui, va bosser tous les jours, et qui a des revenus bien inférieurs, et à qui on va demander de travailler 7 heures de plus par jour. Il y a une révolution quand la révolution, elle se fait dans les urnes. De 5 balles. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Et ça, c'est pas la bonne révolution. Il fallait plafonner les APL à 90% ou à 80% du montant du loyer. 5% pour tout le monde, 5 € pour tout le monde, c'était une mauvaise idée pour certains et c'était pas suffisant pour d'autres. Non, mais le système des APL est clairement, effectivement, à la dérive, parce que c'est un système qui a perdu sa vocation première et qui se traduit aussi pour les propriétaires par une augmentation des loyers, parce que vous en déduirez l'APL. Je ne comprends pas comment il n'y a pas un ministre qui sait ça, qui vous écoute. Mais là, comment est-ce que dans la journée... Non, mais parce que c'est facile, parce que notre position est facile. C'est-à-dire toujours de dénoncer la gabegie chez les autres. Je suis d'ailleurs pas toujours certain que les entreprises, en particulier les grandes entreprises, soient beaucoup mieux gérées que certaines grandes administrations. Quelques exemples en tête. Il y a des erreurs, bien sûr. Mais moi, de manière, les choses manichéennes me mettent toujours un petit peu mal à l'aise. Ce que je sais, c'est qu'on est tous d'accord pour faire des économies aux autres. On a déjà parlé souvent à cette antenne. C'est-à-dire, combien de fois un élu local va dire c'est l'État qui va faire des économies et vous pouvez pas en faire aussi. Voilà, donc c'est toujours... Et puis les Français qui sont tous attachés, on est tous d'accord avec ce qui vient d'être dit, on dit, les autres dépensent trop, c'est la gabegie. Oui, mais on veut quand même garder notre bureau de poste, on veut quand même garder notre perception, et on a toujours des bonnes raisons de vouloir les garder, parce que c'est utile de notre point de vue. Donc, à un moment donné, il faut quand même rappeler que l'essentiel des dépenses dont on parle, enfin la masse des dépenses, ce sont des dépenses sociales. D'ailleurs, vous avez évoqué les dépenses sociales, ce sont les dépenses sociales, ce sont donc essentiellement des dépenses concernant les retraites et la santé. C'est ça le gros des dépenses aujourd'hui, les dépenses de l'État.
Oui, mais donc une fois qu'on commence à regarder la réalité de ces dépenses, si vous voulez expliquer aux gens qu'on va dépenser moins pour la santé, bon courage, moins pour les retraites, bon courage. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas dépenser moins, c'est faire du ménage. C'est ça la réalité. Alors même qu'on est moi je suis pas. Quand le trésorier est venu nous voir pour supprimer notre trésorerie, je lui dis OK, j'entends, vous fermez. Autorisez-moi à travailler avec l'expert comptable du village. Évidemment. Autorisez-moi à déposer les recettes en liquide de la commune à la banque qui est au coin de la rue. Non, ils ont transféré la trésorerie à Langon et désormais il faut que les agents aillent à Langon pour déposer les quelques euros de recettes de la bibliothèque et on n'a pas le droit de travailler avec l'expert comptable. La vérité, c'est qu'il y a 70 000 agents de plus au ministère des Finances en France que chez son homologue anglais ou son homologue allemand. La vérité, c'est que les maires aujourd'hui, ils signent des mandats et des titres pour payer et pour recevoir des recettes, alors qu'il y a des moyens de paiement aujourd'hui de type TikTok qui s'appelle, je sais pas, je vais pas faire de la pub, et qui permettent de régler avec Bien sûr. voilà. Et mais donc, moi, il y a des choses aussi quand même qui m'étonnent. À chaque fois qu'on en parle, on se fait insulter. C'est que lorsque vous dites que les gens n'avaient pas tort en soi, mais si on commençait déjà par rassembler ces gens-là, ça veut dire les Français, et dire en fait, on commence par faire une priorité nationale, ça veut dire que oui, déjà on veut pas non plus prendre à tout le monde, mais prenons à ceux qui n'ont pas cotisé, ceux qui ne sont pas français, etc. En fait, ne prenons même pas, ne leur donnons pas. Ça, c'est toujours le sujet interdit. Vous parlez de santé, commençons par l'AME. Moi, je pense pas qu'on peut faire comme ça d'un coup 50 milliards d'économies, mais commençons par ces milliards. Moi, vous savez, ce qui m'a surpris, on parlait de service public, le reportage de Cache Investigation la semaine dernière. En fait, ils ont fait 90% du temps, ils ont dit la même chose que ce que je dis tout le temps, ça veut dire que ça coûte très cher l'immigration. Mais eux, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait un reportage où ils ont montré tous ces centres d'accueil des migrants, etc. Ils ont montré que plein de gens s'en mettaient plein les poches, etc. Ça, ils ont le droit de le dire, pas les gens comme moi. Mais derrière, ils disaient quoi? Ils disaient en fait, il faut en mettre plus, il faut en donner plus. Il n'y avait pas du tout une logique de se dire, à un moment, ça représente des montants monstrueux, donc arrêtons de faire croire justement que l'immigration, c'est une chance, que ça a été... À quel moment on peut dire qu'on a un système social, un système de santé qui est en problématique et dans le même temps avoir une pensée de se dire on importe des gens qui vont amener avec eux une paupérisation de la société, qui vont poser des problématiques, etc. dans les années à venir, et ça on ne le pose pas dans ces termes à chaque fois. Je serais curieux de savoir comment fonctionnerait le monde du bâtiment, le monde de la restauration, le monde agricole. Et je serais d'ailleurs et c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aux États-Unis, où je serais assez d'ailleurs curieux de voir ce qui va se passer, dans la mesure où l'économie américaine elle repose en fait sur ces travailleurs qui sont illégaux. Il y a 7% de chômeurs. Mais donc, monsieur, il y a 7% de chômeurs qui ne veulent pas occuper les postes qui sont libres. Je suis pas en désaccord sur le fait que si on arrêtait, il y aurait 6 mois de problématiques, d'accord? Sauf que ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui, ça va s'arrêter quand? Parce que déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'une partie de ces étrangers, quand ils viennent en France, c'est un phénomène qui est très connu, qui est sourcé. Ils vont travailler 2 ou 3 ans dans le BTP. Parce qu'effectivement, ils viennent de pays où ils sont pauvres. Mais après, ils commencent à accéder à une forme de petite classe moyenne. Et là, tout comme les Français qui sont là depuis des années, ces boulots, ils les veulent plus. Et en général, ils ont suffisamment cotisé aussi pour faire ce calcul que certains Français font. Ça veut dire que les aides sociales, au final, apportent autant que d'aller travailler. Donc ils arrêtent. C'est ce qui fait qu'en fait, donc vous dites qu'ils ont cotisé aussi. On a 400 000 étrangers sur le territoire français qui sont au chômage. C'est sans fin. Ça veut dire que tous les 3 ans, il faut faire venir à nouveau des étrangers, parce que les étrangers qu'on a fait venir 3 ans avant, ils veulent plus de ce boulot, et maintenant ils sont intégrés au système social. Donc en fait, c'est quoi cette... Vous savez pourquoi les entreprises font ça? Parce qu'ils s'en moquent, parce que derrière c'est l'État justement. Si, en fait, je suis désolé, il y a une responsabilité du MEDEF. Oui, mais je termine, il y a une responsabilité du MEDEF. Si le MEDEF a toujours favorisé l'immigration de masse, ils ont cassé les salaires je voudrais parce qu'ils veulent tout de suite de la main d'œuvre pas chère. Le MEDEF ne favorise pas l'immigration de masse. Nous avons avant le premier tour de la présidentielle. Quelque chose de très simple. Les gens ont un permis de séjour le temps du contrat. Après, pas. Et ensuite, ceux qui travaillent et qui sont en poste, dont les chefs d'entreprise sont très contents, ils ont un permis de travail. Ce serait déjà bien, parce qu'ils sont là dans l'illégalité. Ensuite de ça, on arrête le regroupement familial systématique. On arrête, et quand on fait venir des gens, ils ont le contrat de travail à l'entrée du territoire. Sinon, ils rentrent pas. Sauf que vous faites venir depuis des années, le grand patronat, vous faites venir depuis des années de la main-d'œuvre étrangère. Mais la réforme du regroupement familial, elle passe pas. Comment vous pouvez... C'est comme ceux qui disent pas dans la viticulture. Je refuse les caricatures. C'est pas une caricature, c'est une réalité économique. Ils sont obligés d'être payés. Comment vous faites dans la viticulture? Elle n'est pas cher, la main d'œuvre. Elle est payée légalement au SMIC. Mais c'est pas cher.
Ah si, c'est pas cher. Et c'est ce qui fait que beaucoup de Français veulent passer boulot. C'est pas très... je pense que depuis le début de cette émission, j'ai essayé de donner des exemples concrets, illustrés, etc. Tous les grands discours, le grand patronat, le MEDEF, etc. Tout ça, c'est horrible. Il y a autant de... Ils ont fait une tribune avant le premier tour. Mais il y a autant d'entreprises différentes que de chefs d'entreprise, etc. Enfin, faut pas rentrer dans ces trucs-là. Enfin, moi, je vais vous dire quand même que c'est un gros bordel, la gestion de l'immigration en France. Quand il y a eu la bataille de Mossoul, on a accueilli à Sauveterre de Guyenne 8 chrétiens de Mossoul qui avaient quitté leur maison parce que Daesh était monté dans les minarets en disant les chrétiens, vous avez 24 heures pour vous convertir, sinon ce sera on vous supprime. Donc ils se sont barrés, ils ont pris avec leur iPhone en photo tous les cadres de famille, etc. Ils sont partis, on a accueilli une famille qui était chef d'entreprise à Mossoul, ils étaient vendeurs de bois. On les a accueillis, ils étaient 8. Parmi eux, il y avait une jeune femme qui était fiancée avec un Irakien de Mossoul qui lui était immigré en Suède. On n'a jamais pu les marier. Parce que les passeports avaient été confisqués en France par l'OFPRA et en Suède par l'organisme de gestion de l'immigration. Quand on demandait à l'OFPRA une copie du passeport pour pouvoir les marier, ils nous répondaient que c'était pas possible. Savez-vous qu'on a fait signer à ces gens un engagement comme quoi ils ne retourneraient pas dans leur pays pendant 10 ans ? Il y a d'autres familles qui n'ont pas voulu signer l'engagement parce qu'eux, ils espéraient retourner dans leur pays. Et donc, ils n'avaient pas le droit au statut de réfugiés politiques. Enfin, j'ai discuté avec des gens de l'OFPRA qui connaissaient même pas ces méthodes. J'ai discuté à l'époque avec François-Noël Buffet, qui était spécialiste, soi-disant, de l'immigration au Sénat, et avec son homologue à l'Assemblée nationale. Ils ne connaissaient même pas ces méthodes. Ils savaient même pas qu'on confisquait leur passeport aux immigrés. Enfin, tout ça. Et aujourd'hui, il y aurait besoin d'une vraie réforme, mais sur le fond. Alors, vous savez, moi, je vous parle... C'est fini pour la... Vous n'avez pas fini. On a encore un petit peu de... Mais là, il faut s'arrêter parce que c'est la pub. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, il nous reste peu de temps et on a encore beaucoup de sujets à traiter. Il y a cette enquête sur le ressenti sécuritaire de la population française. Un Français sur 10 affirme ne pas sortir seul de peur de se faire agresser. C'est vrai que le nombre de victimes d'un vol ou d'une tentative de vol à 2 roues, moto, scooter ou cyclomoteur a augmenté, plus 33%. Les violences physiques, plus 7%. Les débits frauduleux sur compte bancaire, bon, c'est encore autre chose, mais néanmoins... Et si c'est les femmes, ça doit être beaucoup plus élevé. Moi, ce qui m'intéresserait justement, c'est d'avoir les détails de cette enquête, pour savoir par géographie, par catégorie sociale. On recense plus de personnes se déclarant en insécurité à leur domicile, donc plus 10% dans leur quartier ou village, 14% dans les transports et les gares et les aéroports. Le nombre de personnes qui déclarent qu'il leur arrive de renoncer à sortir de chez elles pour des raisons de sécurité est en hausse, donc plus 12%. La plus forte une hausse liée à la plus forte proportion de femmes concernées. C'est évidemment les femmes. On parle de cette insécurité. Non, vous n'êtes pas. Non, justement, j'aimerais simplement. Bon, c'est une personne sur 10. J'aimerais savoir qui sont ces personnes concernées. Est-ce que ça dépend de l'endroit où elles habitent, de leur âge, de leur sexe? Enfin voilà, c'est des questions qui seraient intéressantes. Mais il y avait à Paris coupe-gorge, parce que c'est vrai que c'est horrible ce qui arrive, mais on disait que c'était des coupe-gorge Paris. Je crois que l'insécurité dans les rues, dans les siècles précédents... était beaucoup plus forte. C'était beaucoup plus forte. Ouais. Je sais pas, j'imagine que ça vous étonne pas ce chiffre. 10%, je suis habitué à entendre tout le temps que heureusement qu'on est le nouveau pays des Lumières, que tout est moderne aujourd'hui, puisque le Moyen-Âge c'était un enfer. Je me surprends qu'on soit en train de comparer en se disant il y a 600 ans l'insécurité était pire à Paris. Moi je pense que ça me fait un peu peur si on commence à avoir une vision de la sécurité un petit peu comme ça se passait il y a 600 ans aussi, ou même il y avait le cas de la médecine, etc. Parce que souvent aujourd'hui, sur le chiffre, par exemple, Alain Bauer l'explique, du taux d'homicide dans le pays, il est assez faussé lorsqu'on compare à il y a 40 ans, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec 2 personnes sur 3 qui sont sauvées grâce aux urgences, au SAMU, au développement de la médecine, etc. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je pense que
Vous savez, c'est la phrase qu'on connaît. On dit à chaque fois, on déplore les causes dont on chérit, on déplore les effets dont on chérit les causes. On parlait d'immigration tout à l'heure. On peut pas d'un côté se dire on continue à faire venir de l'immigration dans notre pays parce qu'on en a besoin, et alors que de nombreuses études montrent un lien concret entre l'immigration et l'insécurité. Je peux vous donner les chiffres, je les connais par cœur. Eh bien, ne pas voir cette problématique aujourd'hui. On est sur effectivement une insécurité entre guillemets structurelle du pays qui est liée à l'insécurité qui peut entre guillemets avoir toujours été, mais elle est superposée par une immigration étrangère. Juste le cas précis, 60% des infractions dans les transports en région parisienne sont le fait d'étrangers. Les mineurs étrangers également en Ile-de-France sont très importants. On se retrouve tout simplement à 17% des faits de délinquance dans le pays qui sont dus aux étrangers, alors qu'ils ne représentent que 7% selon l'INSEE justement de la population française. Donc si c'est la même chose, c'est qu'on peut toujours dire oui, c'est compliqué de lutter contre l'insécurité. Déjà commençons par arrêter d'accueillir des gens qui avec eux importent une violence endémique de pays où justement lorsque parfois vous avez une problématique avec quelqu'un, non mais voilà, on fait toujours la différence, on est toujours avec des beaux discours et au bout du compte il y a toujours le laxisme qui arrive à passer et les soi-disant réformes difficiles ça passe pas. Mais là où Jean-Pierre Denis a raison, en fait, c'est évidemment il y a des disparités territoriales dans les zones rurales. La proportion de personnes victimes d'une atteinte à la personne est moindre que dans les villes. Oui, mais c'est en train de changer. Mais pour l'instant c'est moindre. Depuis les émeutes, on l'a vu. Puis en fait, on est regardez sur le trafic de drogue. Avant, on pensait que c'était Marseille, le 93, des villes partout, à haute concentration d'immigration. Et aujourd'hui, c'est quasiment partout. Et c'est lié à ça. C'est lié à cette répartition d'immigration sur le territoire. Et aujourd'hui, le grand discours, c'est de dire, peut-être allez-vous le dire, ils sont pas étrangers, ils sont français. Bah oui, parce que ça date. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés. C'est des fils d'étrangers nationalisés. Le mot immigration comme réponse. Bon, voilà. Non, c'est la réponse la plus simple, la moins démagogique. Il y a des problèmes liés à l'immigration. Je pense que évidemment il y a des problèmes. Évidemment, c'est assez connu. Voilà. Après, quand ça devient la réponse à tout, non, c'est la surreprésentation. Moi, j'observe il y a une donnée statistique, c'est qu'on voit où c'est surreprésenté. Aujourd'hui, les villes arment leur police. Et le maire de Bordeaux, qui est écologiste, a décidé d'armer sa police. Il avait, pour des raisons écologiques, décidé d'éteindre les lumières la nuit. Il a décidé de les rallumer. Donc, c'est bien qu'il y a quand même un sentiment. C'est pas Jean-Charles qui pose problème à Grenoble. Une vraie insécurité. Aujourd'hui, à Bordeaux, il y a des gens qui se font au moins une fois par an poignarder sur les quais, etc. Des gens qui se font pousser dans la Garonne. Et au fur et à mesure que les villes s'équipent de caméras, de policiers armés, eh bien les gens se reportent vers le monde rural. Et aujourd'hui, c'est les communes rurales qui vont devoir s'équiper parce que la délinquance arrive dans les zones rurales. Voilà, ce sera le mot de la fin. Oui, je suis désolée, aller au musée, c'est tout ce qu'on peut dire. Acheter une banane, scotchez-la sur votre mur. Je viens d'apprendre que le caillebotis, n'est-ce pas, mon cher Yves, venait et le mot est né avec caillebotte. Avec ce tableau des raboteurs. Merci à tous les quatre. Tout de suite, André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.